Allez, on va débuter. Vous allez voir, on a un programme assez dense aujourd'hui, donc vaut mieux pas perdre de temps. Donc encore une fois, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous allez voir, on a un programme très chargé aujourd'hui, donc je vous propose tout de suite de débuter cette session, donc à la fois qui traitera des enjeux climatiques et des enjeux de biodiversité. J'ai le plaisir de co-animer cette session avec Florian Burel, qui est en charge de mission environnement au sein du Pacte mondial Réseau France. Et donc moi, pour ceux qui n'étaient pas forcément là à la dernière session, je m'appelle Émile Ezedine et je suis en charge à la fois de la prospection, donc du développement du Réseau France, et de tout ce qui est expertise PME, contenu PME, programme PME. Et c'est pour ça que j'anime cet accélérateur. Comme la fois dernière, on aura donc un petit onglet de questions-réponses à travers lequel, par le biais duquel vous allez pouvoir poser vos questions et auxquelles on répondra à la fin de cette session. Alors, comme je l'ai dit, le programme est assez dense. Vous le voyez sur ce canevas. On va donc tout d'abord débuter avec quelques rappels de la session 1.1 sur les bases de la RSE dans les PME pour les personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois. On passera ensuite sur donc, le sujet climatique avec les bases du réchauffement climatique, les grandes tendances, les grandes conséquences et aussi quelques solutions à vous apporter à mettre en pratique directement dans vos entreprises. On aura une petite pause de 5 minutes, puis on passera sur le sujet biodiversité avec sur le même schéma que pour le climat, une partie sur les bases du déclin de la biodiversité, une partie sur les conséquences de ce déclin et une partie sur les solutions. Et on finira avec une session de questions-réponses. Hop, donc débutons tout de suite. Petit point de rappel aussi pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc sur l'accélérateur PME, je vous le rappelle, il y a 6 sessions. On est à la 2e session aujourd'hui. On avait une session la fois dernière sur les bases de la RSE et donc on est aujourd'hui sur la session 1.2 du module 1 des grands enjeux du développement durable, donc sur le climat et la biodiversité. Et petit rappel aussi pour bien vous situer les choses, ce module 1 est assez théorique, assez descendant. Le module 2 sera beaucoup plus interactif. Vous aurez l'occasion de discuter avec les autres participants, d'échanger lors de petits ateliers en sous-groupe. Donc voilà, soyez patients, mais ça arrive bientôt. Et Florian, en fait, j'activerai ta vidéo après, donc il n'y aura pas de souci. Donc, petit rappel de la session 1.1 sur les bases de la PME. On a donc vu que la RSE, c'était l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. On a également vu que la RSE pouvait permettre aux entreprises de contribuer d'une part à la résolution des grands défis, que ce soit en termes de droits humains, d'environnement, d'anticorruption, etc. Pouvait également leur permettre d'attirer et de retenir les talents, de se différencier et de faire des économies. On a vu donc le Pacte mondial de l'ONU offrait un cadre d'engagement et d'apprentissage pour permettre aux entreprises de structurer et d'accélérer leur démarche de RSE. Et enfin, on a vu donc que ce programme auquel vous participez est un programme de 6 mois qui courra jusqu'à avril et qui a pour but d'aider les PME, membres du Pacte mondial Réseau France, à mieux comprendre les enjeux du développement durable et à structurer leur démarche de RSE. Donc, on va tout de suite rentrer dans la première partie qui donc s'attarde sur tout ce qui est réchauffement climatique, les causes, les conséquences et les grandes tendances. Donc, passons tout de suite à la première sous-partie qui vise à vous faire comprendre en fait les bases du réchauffement climatique, tout simplement en essayant de vous faire comprendre, de vous expliquer pourquoi le climat se réchauffe et pourquoi il se réchauffe de plus en plus. Donc en fait, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à un phénomène qu'on appelle l'effet de serre, que vous connaissez certainement, qui, vous allez le voir, n'est pas si compliqué à comprendre que cela. En fait, pour schématiser, on pourrait le décrire en 3 étapes. Premièrement, le fait que le Soleil nous envoie continuellement un rayonnement, donc un rayonnement solaire vers notre planète. Deuxièmement, il y a une fraction de ce rayonnement qui est directement absorbée par la Terre, ce qui a pour conséquence de la réchauffer. Et en fait, le reste du rayonnement est réfléchi par la surface de la Terre et c'est un phénomène qu'on appelle l'albédo. Ce qui se passe, c'est que une partie de ce rayonnement qui est réfléchi est absorbée par certains gaz qui se trouvent dans l'atmosphère, puis réémis vers la surface, ce qui conduit la Terre à se réchauffer davantage. Et en fait, c'est juste ça l'effet de serre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est assez simple à comprendre. Il y a le schéma à droite qui l'explique de façon assez claire. Ce qui se passe aussi, c'est que l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel et qui est nécessaire à la vie. En fait, sans l'effet de serre, la température de notre planète serait de l'ordre de -18 degrés.
donc, grâce à l'effet de serre, qui est un phénomène naturel, on le rappelle, la température moyenne sur Terre atteint environ 15 degrés et permet à la vie de prospérer. Ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'ère industrielle, donc vers 1850, les activités humaines ont rejeté des quantités assez considérables de gaz à effet de serre, qui a eu pour conséquence d'accentuer ce phénomène naturel et donc de réchauffer le climat. En fait, le graphique à gauche montre assez clairement que pendant des milliers d'années, les températures moyennes à la surface de la Terre ont très peu varié. Donc, on voit bien à gauche, mais en fait, ce qui se passe, et on le voit aussi, c'est que depuis 1850, il y a eu un réchauffement qui était vraiment sans précédent. Le graphique à droite est aussi assez parlant et assez intéressant. Il montre qu'en vert, donc la courbe verte, la petite trajectoire verte, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond aux changements climatiques qui sont imputables à des facteurs naturels, donc comme l'activité solaire qui varie légèrement ou comme l'activité volcanique qui varie également. Donc, ce qui se passe, c'est que cette tendance est quand même assez stable dans le temps. Et en orange, marron, vous avez là tout ce qui est dû, tout le changement climatique qui est dû aux facteurs humains. Donc là, vous voyez que c'est extrêmement clair. Dit autrement, en fait, le réchauffement climatique actuel est directement lié, en lien avec les activités humaines. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en synthèse, la décennie 2011-2020 a été de l'ordre de 1,09 degrés plus chaude que la période 1850-1900. Donc, ce qui peut paraître assez peu, en fait, il y a une comparaison qui est assez parlante, c'est lorsqu'un humain a de la fièvre et qu'il a 1 degré supplémentaire de température moyenne, il ne se sent pas très bien. Lorsqu'il a 2 degrés supplémentaires de température moyenne, il se sent plutôt mal, il est dans son lit et il ne va pas très bien. Et lorsqu'il a 3, 4, 5 degrés supplémentaires, là, son pronostic vital peut être engagé. Donc, c'est exactement la même logique lorsqu'on parle de l'impact du réchauffement climatique de la vie sur Terre. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, lorsque je disais que les activités humaines avaient rejeté des quantités de gaz à effet de serre considérables, ce n'est pas du tout un euphémisme. En fait, vous pouvez le constater à travers ce graphique, qui représente l'évolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines depuis 1990. Il y a vraiment un développement, un accroissement, une explosion des quantités de gaz à effet de serre émises. Donc, en 2019, le total des émissions de gaz à effet de serre atteignait environ 59 milliards de tonnes équivalent CO2. Donc, vous le verrez plus tard que c'est assez considérable. Et en fait, la tonne équivalent CO2, c'est à avoir en tête, c'est quoi? C'est un indice qui permet de simplifier les comparaisons entre les différents gaz à effet de serre. En fait, ça revient à déterminer pour chaque effet de serre combien de CO2 contribuerait à un réchauffement climatique identique. Donc, c'est vraiment un moyen de simplifier les échelles. En détail, voici les principaux gaz à effet de serre. Donc, on a bien sûr le dioxyde de carbone que je pense vous connaissez tous, qui est lié à la combustion des énergies fossiles, donc telles que le pétrole ou le charbon, qui est également lié à la déforestation des terres. On a le méthane, qui est lié à l'utilisation d'engrais azotés et aux activités d'élevage. Et on a le protoxyde d'azote, qui est lié à certaines utilisations d'engrais ou procédés chimiques. Donc, à retenir, les activités humaines ont rejeté 59 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Pour le moment, ce n'est pas très parlant, mais vous verrez plus tard que ça va s'éclaircir. Ce graphique est aussi assez remarquable. En fait, il synthétise ce qu'on vient de voir. Lorsque les quantités de gaz à effet de serre augmentent, la température augmente. C'est mécanique et c'est très bien illustré par ce graphique. Donc maintenant que vous savez les bases du réchauffement climatique, pourquoi le climat se réchauffe et pourquoi il se réchauffe de plus en plus, ce qui est désormais important de savoir, c'est vers où on se dirige. Donc pour cela, j'ai préparé un petit quiz. En fait, vous le savez certainement, en 2015, dans le cadre de la COP21, ont été signés les accords de Paris qui engagent les États, enfin les États se sont mis d'accord du moins, à limiter le réchauffement climatique en dessous d'une certaine température d'ici 2100. Donc la question est de savoir quelle est cette température limite. Est-ce que c'est 1,5 degré et de préférence 1,3, 2 degrés et de préférence 1,5, 3 degrés et de préférence 2 degrés, 5 degrés et de préférence 4 degrés? Donc, je vous laisse répondre par le petit sondage, puis on en discute. Hop. Je laisse encore quelques secondes pour répondre, puis je vous affiche les résultats. Hop. Je pense que la majorité ont répondu. Non, ça continue d'augmenter. Allez hop, mettre fin au sondage. Et donc, je vous expose les résultats.
Et en effet, la majorité ont répondu exact. Donc, les États se sont engagés à l'horizon 2100 à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et à faire tous les efforts possibles pour le limiter à 1,5. C'était ça la bonne réponse. Donc maintenant, hop, qu'on a vu ça, arrêtez le partage. Voilà, comme ça, vous allez revoir mon écran. Parfait. Pendant qu'on a vu ça, on a notre cap, notre objectif à horizon 2100. On va voir si on est sur la bonne marche ou pas, la bonne trajectoire ou non. Donc, résumons. On a une hausse des températures qui est directement liée à la hausse des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Donc, c'est bien les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut réduire et sur lesquelles il faut agir. Donc, le graphique, là, est assez parlant. Vous allez le voir, il est très intéressant. En fait, il présente en échelle les quantités de gaz à effet de serre émises chaque année. Et donc là, vous avez pour le moment en pointillé la trajectoire actuelle des émissions en prenant en compte les efforts de réduction que seraient prêts à mettre en œuvre les États. Donc en 2019, on a vu qu'on était à peu près à 60 milliards de tonnes équivalent CO2 émises. Et donc, en fait, là, cette trajectoire montre qu'on aurait une certaine stagnation des émissions, puis une légère réduction à l'horizon 2050. Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les trajectoires qui sont nécessaires pour contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés et en dessous des 1,5 degré. Donc, je vous les affiche tout de suite. Donc voilà, j'ai peu de commentaires à faire. C'est juste extrêmement parlant. En fait, on voit que pour le moment, les engagements sont très insuffisants au vu de l'enjeu climatique. Pour vous donner aussi quelques chiffres, donc les engagements actuels sur lesquels les États sont prêts à agir, en fait, nous mèneraient à une hausse des émissions de gaz à effet de serre d'environ plus 16 degrés en 2030 par rapport à 2010. Alors que pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré, il faudrait réduire d'ici 2030 ces émissions de 45%. Donc là, la tendance actuelle, c'est plus 16%, et ce qu'il faudrait faire, c'est moins 45% d'ici 2030, donc pour vous donner aussi un peu l'envergure du défi. Donc pour mieux appréhender les différents futurs possibles, il y a le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le fameux GIEC, qui ont décrit et qui ont proposé 5 trajectoires possibles d'ici 2100. Donc c'est dans leur 6e rapport que c'est décrit. En fait, on a deux trajectoires qui ont des scénarios avec des gaz à effet de serre qui diminuent fortement. Donc, ce sont les trajectoires en bleu. On a un scénario qui est, disons, intermédiaire, vers lequel on se dirige le plus probablement. Donc, c'est le scénario orange. Et on a enfin 2 scénarios un peu catastrophiques avec une augmentation des gaz à effet de serre élevée. Et donc, ce sont les scénarios rouges. Donc, pour en revenir au scénario orange, vers lequel on se dirige pour le moment, ça nous mènerait à une hausse de la température d'ici 2100 de l'ordre de 3 degrés. Ce qui est assez catastrophique, vous le verrez plus tard dans les conséquences du réchauffement climatique. Bien évidemment, ce sont des trajectoires, rien n'est écrit, rien n'est acté, et le futur dépend de nos choix. Donc, si nous choisissons collectivement et que nous arrivons à réduire nos émissions, nous pouvons encore limiter le réchauffement climatique. Donc, maintenant que vous êtes au fait des causes du réchauffement climatique et des trajectoires possibles, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux responsabilités. Parce que bien évidemment, le réchauffement climatique et la diminution des émissions de gaz à effet de serre impliquent un effort collectif, mais vous allez le voir, tous les pays du monde n'ont pas la même responsabilité sur ce sujet. Pour commencer, et pour bien comprendre le sujet, il faut d'abord avoir quelques ordres de grandeur en tête. Jusqu'ici, on a parlé d'émissions de CO2, de tonnes d'équivalent CO2, etc. Ça peut paraître assez abstrait et je le conçois totalement. Donc, je vais vous poser plusieurs questions. Vous allez pouvoir directement répondre dans l'onglet de discussion pour calibrer un peu les différentes échelles et ordres de grandeur. Donc, par exemple, le plus dur, c'est le premier, bien évidemment. Après, vous aurez un point de référence. Mais si je vous demande, selon vous, combien de tonnes de CO2 sont émises par un an de consommation moyenne de viande par un Français? À combien vous l'évaluez? Et donc, je vous propose parfait, vous avez déjà répondu dans le chat. Donc, je vois qu'on dit 3. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent répondre? 1,5. 15 pour Florian Burel, 4 pour d'autres personnes. 5, ok, donc plusieurs tonnes, en tout cas 20 pour certains, 6, etc. Merci de vos réponses. Donc, le premier, c'est toujours le plus dur, bien évidemment. La bonne réponse, c'est environ 1 tonne. C'est 0,9 tonnes. Donc, ça, ce sont les chiffres de carbone 4. Donc, ça représente environ 1 tonne de CO2 de consommer, comme un Français moyen, de la viande sur une année. Donc, deuxième question, 10 km parcourus par une voiture à essence, selon vous, ça émet combien de tonnes? Maintenant qu'on a peut-être un point de référence grâce à la consommation de viande. Et pareil, vous pouvez répondre dans le chat.
Donc 7 tonnes, 3 tonnes, 0,5. 1 tonne, OK. 15, mais ne me balance pas. 1 tonne, 2, OK. Donc là, vous êtes assez proche. Vous êtes assez proche. 10 km, 10 000 km, excusez-moi, parcourus par une voiture essence, c'est, et je vous le montre tout de suite, environ 2 tonnes 2 d'émissions de tonnes équivalent carbone, en sachant qu'un Français moyen parcourt environ 12 000 km par an en voiture. Et maintenant, la question intéressante, une place pour un aller-retour Paris-Sydney en avion, selon vous, c'est combien de tonnes? 5, 4. Beaucoup trop, j'ai vu aussi. 5, 4. Ah, vous êtes très fort, hein. Eh bien, ouais, c'est à peu près 5 tonnes. Donc, vous voyez, par exemple, dans cette ordre de grandeur, dans cette échelle qui est proposée, une place, donc une seule place, hein, même pas tout l'avion, une place aller-retour Paris-Sydney, c'est 5 fois la consommation moyenne d'un Français en termes d'émissions de CO2. Donc, c'est conséquent. Et maintenant, la question qui est la plus intéressante à mon sens, combien, selon vous, une personne moyenne, un individu, devrait émettre par année, donc tout poste confondu, que ce soit le logement, la nourriture, le vêtement, les loisirs, etc., pour limiter l'augmentation à 2 degrés d'ici 2100. 2 tonnes, 2 tonnes, 2 tonnes, bon bah voilà, vous êtes trop fort, vous avez déjà la solution, bravo. Et c'est en effet 2 tonnes. Donc voilà, donc là, cette slide est assez parlante. Elle montre qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement dur d'atteindre cet objectif. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas de culpabiliser les individus, de leur dire qu'ils prennent trop la voiture ou qu'ils mangent trop de viande. Bien évidemment, c'est des efforts individuels qui doivent être faits, mais il y a bien évidemment aussi une logique de transformation systémique qui doit être menée et réalisée. Petit quiz, ça continue. Donc, selon vous, maintenant, donc là, on raisonnait bien en termes d'empreinte carbone, là, on va raisonner en termes d'inventaires nationaux. Donc, vraiment, on prend le pays, on ne prend pas en considération les importations et les exportations, on regarde juste le CO2 émis par pays. Donc, selon vous, lequel de ces pays émet le moins de CO2, le plus d'émissions de CO2, excusez-moi, par habitant? Et là, vous allez pouvoir répondre sur le sondage que j'ai préparé. Hop, je vous laisse répondre. Et je parle bien par habitant, pour ceux qui n'auraient pas vu. Je vous laisse quelques secondes, puis je vous montre les résultats. Hop, donc je mets fin au sondage, et donc on a une majorité des participants qui ont répondu les États-Unis. Eh bien non, c'est une mauvaise réponse. Le pays qui, en termes, encore une fois, d'inventaire national, émet le plus de CO2 par habitant, et c'est d'actualité d'ailleurs, le Qatar, avec 35 tonnes, un peu plus de 35 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par année, suivi de l'Arabie Saoudite, elle-même suivie des États-Unis, et enfin la Chine. Donc vous le voyez, bien évidemment, ça c'est une mesure qui n'est pas forcément la plus précise possible parce que ça ne prend ni en compte les importations ni en compte les exportations, mais c'est une mesure quand même qui permet une certaine comparabilité des responsabilités de chaque pays et surtout des modes de vie soutenables ou non de chaque pays. Deuxième quiz, selon vous, lequel de ces pays émet le moins d'émissions de CO2 par habitant? Et je vous laisse aussi répondre sur le chat, sur le sondage directement qui s'affiche. Hop, encore quelques secondes. Ok, tout le monde a presque répondu. Alors, vous avez majoritairement répondu le Pérou et ensuite le Pakistan. Et quelques personnes ont quand même répondu la France. Alors, on va voir tout de suite. Eh bien, le pays qui met le moins d'émissions de CO2 dans les pays proposés, c'est pas la France, qui est à peu près à 4 tonnes 7 équivalent CO2 par habitant, sachant que là, on raisonne vraiment sur un inventaire national et non sur une empreinte carbone. Une empreinte carbone, c'est plus aux alentours de 10 tonnes par Français par an. L'Égypte, c'est à peu près 2 tonnes. Et ensuite, c'est le Pérou et donc le Pakistan qui émet le moins de tonnes équivalent CO2 par habitant et par an.
En fait, donc pour synthétiser, on voit que tous les pays n'émettent pas autant de gaz à effet de serre par habitant. Globalement, il y a quand même une corrélation entre le niveau de richesse d'un pays et ses émissions de CO2 par habitant. Et c'est assez désolant parce qu'en fait, les pays qui sont les moins riches, qui émettent assez peu, notamment en Afrique, seront malheureusement également touchés par les conséquences du réchauffement climatique, on verra un peu plus tard. Donc cette slide est assez synthétique, je trouve, avec tous les pays qui sont représentés. Et encore une fois, on raisonne bien en termes d'inventaire net, en termes d'inventaire nationaux et non pas en termes d'empreinte carbone. Et d'ailleurs, si vous souhaitez creuser la question inventaire nationaux, empreinte carbone, etc., je vous invite à consulter cette très bonne vidéo faite par Le Monde, qui complétera mes propos et qui est très bien réalisée avec beaucoup d'infographies très bien faites. Elle s'appelle « Qui réchauffe le climat et comment ?» Fit le réveilleur. Et c'est sur Le Monde et c'est sur YouTube. Et donc, dernière petites informations pour conclure cette partie sur la répartition des émissions. On a la répartition ici qui est présentée par secteur. Donc, dans le trio de tête, c'est intéressant. Dans le monde, on a l'électricité, l'agriculture et l'industrie, alors qu'en France, on a les transports, l'industrie et l'agriculture. Pourquoi? Ça s'explique assez facilement. En France, on a une électricité qui est assez peu carbonée grâce au nucléaire, contrairement à certains autres pays du monde qui utilisent encore beaucoup le charbon. Voilà aussi quelques informations intéressantes à avoir en tête. Donc voilà, dans cette quatrième sous-partie, on va maintenant s'intéresser aux conséquences du réchauffement climatique. Hop. Je pense que vous le savez aussi, elles ne sont pas fameuses. Enfin, elles sont assez malheureusement catastrophiques. On a bien évidemment la baisse de la disponibilité en eau douce. On a des sécheresses, des incendies, des inondations, excusez-moi, qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, intenses. On a aussi l'élévation du niveau de la mer, tout ce qui est impact sur la biodiversité avec des écosystèmes qui vont disparaître, et enfin impact sur la santé des populations. On pourrait par exemple prendre l'exemple des canicules qui sont assez meurtrières, notamment sur les populations les plus âgées. Je vous invite encore une fois à aller voir une vidéo du Monde qui est extrêmement bien faite et synthétique sur ce sujet, qui s'appelle « Comment le réchauffement climatique va bouleverser l'humanité », Fit le réveilleur. Très bien faite, très complète, très bien sourcée. Et encore une fois, ce qui est important de rappeler, c'est que 1, 2 ou 3 degrés supplémentaires, ça peut paraître assez peu, même parfois souhaitable pour certaines personnes. On pense parfois à l'été dans certaines régions du Nord où on aimerait bien avoir 1 ou 2 degrés supplémentaires, mais au global, en moyenne, c'est catastrophique, comme je l'ai illustré tout à l'heure avec l'exemple, enfin la parabole, la comparaison de la fièvre chez l'homme. Donc chaque degré compte, chaque dixième de degré compte, et donc il faut faire très attention avec cela et agir dès aujourd'hui. Pour les entreprises, il y a aussi des menaces qui sont très fortes et désastreuses, notamment sur les sujets des infrastructures et des bâtiments, de l'énergie. Là, on est très orienté climat, mais ce serait aussi intéressant de parler de l'énergie et notamment du pétrole et du gaz qui vont voir leurs ressources, leur stock de ressources de plus en plus s'affaiblir, donc avec des prix de plus en plus élevés. Donc ça, c'est un vrai sujet à prendre en compte dans vos entreprises dès aujourd'hui. Et je pense qu'on a les prémices de cela dès cet hiver. Ça se voit avec toutes les difficultés en termes d'approvisionnement et de prix qui apparaissent. On va également avoir des conséquences au niveau des assurances, avec des primes d'assurance qui sont de plus en plus élevées, enfin des coûts d'assurance qui sont de plus en plus forts, élevés. Et enfin, il y a des secteurs qui seront qui sont plus touchés que d'autres, excusez-moi, notamment l'agriculture, la sylviculture, et aussi tout ce qui est en lien avec le tourisme, parce que quand on a la dune du Pilat qui brûle ou des campings qui sont détruits, c'est toute l'activité touristique qui en pâtit. Donc, il y a vraiment ces considérations-là à avoir en tête. Enfin, bien évidemment, d'autres questions transversales pour l'ensemble, encore une fois, des entreprises. Donc, pour finir sur le climat, le sujet du climat et du réchauffement climatique, on va quand même voir quelques solutions. Je pense que maintenant que vous savez les causes, les trajectoires, les conséquences du réchauffement climatique, vous avez quand même envie d'agir, et même je pense avant cette session, vous aviez quand même envie d'agir sur ce sujet-là. On va voir comment, à votre échelle, vous pouvez contribuer à limiter le réchauffement climatique. Donc, ce qui semble intéressant, c'est de débuter votre démarche, votre stratégie climatique en formant vos équipes. Pourquoi? Parce que dans toute logique de changement, un salarié, un collaborateur formé sera beaucoup plus impliqué et beaucoup plus à même de réaliser cette transformation. Donc, ça peut être intéressant de leur refaire ce type de formation, de présentation ou de travailler avec plein d'associations qui existent sur ces sujets-là,
Je pense notamment à la fresque du climat ou à Doton qui propose des formations très intéressantes et collaboratives. Ce qui est intéressant ensuite, c'est bien évidemment de mesurer son empreinte carbone parce qu'on peut bien agir sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on mesure. Donc, mesurer son empreinte carbone à travers un bilan carbone, on le verra juste après, et bien évidemment se fixer des objectifs, si possible le plus ambitieux possible, donc alignés sur une trajectoire 1,1 degré par exemple de réchauffement à l'horizon 2100. Ce qui est ensuite important et nécessaire et crucial, ce qui est tout le cœur de la stratégie, c'est de réduire ses émissions, à la fois directes et indirectes, et pourquoi pas repenser son business model. Je prends un exemple, si on se rend compte que dans son secteur, on ne peut pas réduire ses émissions directes et indirectes, c'est peut-être que ce secteur n'est pas durable, n'est pas soutenable, et donc pourquoi pas essayer de se repositionner sur un autre secteur qui est plus durable, en conservant son savoir-faire, en le mettant à profit, pour essayer de transformer, d'engager une dynamique de transformation. Et pourquoi pas sectoriel en ouvrant la voie, en étant le premier à bouger, mais ensuite, par effet ricochet, en faisant bouger également ses concurrents, etc. Et enfin, et ça c'est parfois un piège, une erreur que font certaines entreprises, la compensation, c'est vraiment en dernier recours. En fait, ce qui est primordial et crucial, c'est d'abord de réduire ses émissions. Ensuite, on pourra compenser, mais il faut d'abord réduire ses émissions directes et indirectes. Et donc, c'est seulement après qu'on pourra compenser ces émissions qui, pour le coup, n'a pas tellement de logique à l'échelle de l'entreprise, mais une logique à l'échelle de notre planète. Petit quiz. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant de savoir si vous, votre entreprise, vous avez déjà réalisé un bilan carbone, pour voir aussi un peu si dans les PME, c'est une pratique qui se développe ou non. Donc, j'ouvre le sondage et vous pouvez répondre. Il y a 3 propositions présentées. Il y a soit oui, totalement, donc sur le scope 1, 2 et 3, soit partiellement sur le scope 1 et 2, soit non. Hop, encore quelques secondes et je coupe le sondage. Parfait. Ah bah c'est intéressant. Il y a pas mal d'entreprises qui ont… Ah mince, je vais vous partager le résultat. Hop, il y a pas mal d'entreprises qui l'ont déjà réalisé sur le scope 1, 2 et 3, donc un bilan de carbone entier, complet. C'est super. Et pour celles qui le font partiellement ou qui ne le font pas encore, je vais vous donner quelques exemples, quelques bonnes pratiques pour pouvoir commencer à le mettre en place et surtout comprendre qu'est-ce que c'est que le bilan carbone. Alors, donc en fait, un bilan de carbone, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une méthode qui permet de déterminer combien de gaz à effet de serre sont émis par les activités d'une organisation sur une période donnée, donc généralement 1 an. On utilise en fait une terminologie spécifique, donc scope 1, 2 et 3, pour désigner le périmètre au sein duquel l'étude des émissions de gaz à effet de serre est réalisée. Donc, je m'explique. Donc, dans le cadre du bilan carbone, le scope 1 va regrouper les émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées à la fabrication d'un produit. Ça peut être par exemple les sources de combustion pour la production ou pour certaines activités d'élevage, des procédés hors énergie. Dans le scope 2, on va retrouver les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la consommation d'électricité et de chaleur qui est nécessaire à la fabrication du produit. Bien évidemment, la consommation d'électricité, mais aussi pour certaines activités industrielles, certains procédés industriels qui émettent des gaz à effet de serre. Et enfin, sur le scope 3, qui est généralement le plus gros en termes d'émissions totales, en fait, on va retrouver tout le reste, donc toutes les émissions qui ne sont pas directement liées à la production du produit, mais en fait à d'autres étapes de son cycle de vie, donc que ce soit son approvisionnement, son transport, son utilisation, mais également sa fin de vie. C'est tout ça qui va être pris en compte pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, via le scope 1, 2 et 3, on a une image assez complète, assez globale de l'impact climatique, enfin de l'impact, en tout cas en termes d'émissions de gaz à effet de serre de son entreprise sur une période donnée, encore une fois. Donc, pour agir sur les 3 scopes, quelques pistes et bonnes pratiques. Sur le scope 1, on peut, vu qu'on agit directement sur le produit, réfléchir à comment concevoir le produit le plus durable, le plus soutenable possible et le moins émetteur de carbone et d'émissions et d'autres émissions de gaz à effet de serre. On peut également améliorer ses procédés industriels pour pour faciliter, enfin pour améliorer l'impact carbone et de gaz à effet de serre de ces produits. Sur le scope 2,
Quelques bonnes pratiques aussi, on peut éteindre les lumières et tous les appareils électriques qui ne sont pas utilisés. On peut limiter le chauffage et la climatisation. Et d'ailleurs, c'est très d'actualité, notamment vis-à-vis des mesures qui sont en train d'être prises pour passer l'hiver. On peut également passer à l'éclairage LED et réaliser des rénovations énergétiques comme des rénovations en termes d'isolation ou mieux isoler les fenêtres aussi, qui sont des gros leviers de perte de chaleur malheureusement. Sur le scope 3, également éco-concevoir ses produits en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, pas seulement sa production, mais également son utilisation et sa fin de vie. On peut réaliser des achats durables, responsables, favoriser le télétravail, encourager à la mobilité douce, donc que ce soit le vélo, les transports en commun, le covoiturage, et enfin privilégier le train pour les déplacements professionnels nécessaires plutôt que l'avion. Quelques bonnes pratiques encore qui ont été partagées par le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le contexte énergétique tendu que vous connaissez certainement et qui s'annonce pour cet hiver, il y a une nécessité de réduire sa consommation d'énergie et notamment sa consommation d'électricité. Donc voici quelques bonnes pratiques à mettre en place directement dans l'entreprise. Donc limiter le chauffage à 19 degrés, voire à 18 dans les bureaux. Réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire dans les bureaux et quelques autres actions à privilégier. Premièrement, inciter le télétravail, parce que ça réduit les temps de trajet et donc les émissions liées au temps de trajet des collaborateurs. Inciter au covoiturage pour les mêmes raisons. Et enfin, privilégier le train plutôt que l'avion, parce que l'avion, c'est vraiment très émetteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce qui est intéressant, notamment pour les deux premières bonnes pratiques présentées, c'est que vous allez à la fois pouvoir réduire vos émissions de CO2, contribuer à l'approvisionnement de la France, ou en tout cas un meilleur partage de l'énergie en France, et surtout, enfin aussi, également, peut-être pas surtout, mais également faire des économies sur votre facture. Pour aller plus loin, il y a ces 3 rapports du GIEC qui sont des résumés pour décideurs, donc beaucoup plus courts que les rapports de plusieurs milliers de pages qui sont présentés par le GIEC, qui peuvent être consultés en libre accès sur Internet. C'est sur ces rapports que j'ai basé la plupart des informations que je vous ai présentées, donc extrêmement complets, extrêmement sourcés, qui font consensus dans la communauté scientifique. Donc, je vous invite à aller les voir. Il y en a une sur les bases physiques du réchauffement climatique, une sur les étapes d'adaptation, de vulnérabilité et d'impact du réchauffement climatique. Et enfin, un dernier rapport qui est sur toutes les possibilités, actions de mitigation, donc de réduction du changement climatique. Donc, je vous invite à aller les voir. Et bien évidemment aussi, j'en ai parlé un peu, à aller voir les vidéos du Monde sur le réchauffement climatique, qui sont extrêmement bien faites, extrêmement bien sourcées, animées par quelques visuels très bien faits également. Donc voilà pour le gros du tableau. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin de cette session, juste après la présentation de Florian. Mais pour le moment, je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes, puis on passera sur le sujet du déclin de la biodiversité avec Florian Burel. À tout de suite.
Je profite de la pause, je vois qu'on a 2 mains levées. Je vous permets de... Enfin, j'ouvre le micro, comme ça vous pouvez poser votre question, votre commentaire. Alexandre Sévonnet. C'est une erreur, désolé. Ah, pas de souci. Et Jean-Luc Médard, je ne sais pas si vous avez une question, si c'est une erreur également. Pareil, fausse manip au début. Pas de souci. Hop. Oups, mince. Alors, on va pouvoir reprendre dans quelques secondes. Ok, parfait, on peut reprendre. Alors, donc après cette première partie sur le réchauffement climatique, je vais passer la parole à Florian Burel, qui va nous présenter le sujet du déclin de la biodiversité. Donc, Florian, la parole est à toi. Merci Émile, bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas si je peux faire défiler moi-même ou si c'est toi qui as la main, mais c'est pas bien Je grave. pense que j'ai la main par contre. Ok, pas de souci. Merci Émile de nous avoir présenté un peu tout ça par rapport au réchauffement climatique. Et tu m'avais demandé d'ajouter à ça des informations réjouissantes également sur le déclin de la biodiversité. Donc je vais m'en charger avec joie. Donc non, concrètement, ça va pas très bien de ce côté-là également au niveau mondial. Mais là, ce qui nous intéressait avec Émile, c'était de vous expliquer comment ça peut avoir un lien avec de base les entreprises et une PME, parce qu'on peut se dire, nous, c'est ce qu'on entend assez souvent dans le réseau, c'est moi, c'est un peu dur pour moi de trouver des liens avec la biodiversité, avec le déclin de cette biodiversité. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas trop, je suis un peu paralysé. Donc, on va essayer d'aplanir un peu tout ça et de vous amener des éléments de réponse. Et la réponse sans spoil, c'est que oui, évidemment, tout le monde a un rôle à jouer en termes de biodiversité parce que c'est là où on est. Donc, on va éclairer ça plus fortement. Mais pour commencer, donc si tu peux slider, moi aussi j'ai fait des petites questions quiz. Alors je ne sais pas s'il y a un sondage également directement dans Zoom, Émile. Tu me corriges ou oui, il y en a un ou pas? Il y en a un, j'active tout de suite. Ok. Donc la première question pour vous, c'est quoi la biodiversité? C'est la diversité des milieux, la diversité des espèces, la diversité génétique, la diversité de l'ensemble du vivant sur Terre. Donc, je vais vous laisser répondre. Il y a un petit piège, hein, je pense que vous l'avez compris. Alors, je vois que ça répond pas mal. Je vais attendre encore quelques instants. Je vois que vous êtes 99, donc on va attendre que tout le monde ait répondu, ou une grosse majorité en tout cas. Tu vois aussi le sondage, Émile, en live? Ouais, j'imagine. j'affiche la réponse? Ouais, je pense que c'est bon là. Tout le monde a compris. Ouais, je les affiche. Donc, normalement, vous voyez la réponse. Alors, il y a quelques personnes qui sont tombées dans le piège. Évidemment, la biodiversité, c'est la diversité de l'ensemble du vivant sur Terre. Hein, les trois réponses du dessus sont incluses dans ce qui est défini comme la biodiversité, que ce soit le milieu, l'espèce en question ou même la diversité génétique. Donc la bonne réponse était la 4. J'arrête le partage. Je ne sais pas trop ce que je fais là. Tac. Et on peut avancer, s'il te plaît. Voilà, donc concrètement, la biodiversité scientifiquement définie, c'est tous les écosystèmes qui courent sur notre planète, qui incluent donc différentes espèces d'êtres vivants et qui incluent aussi une diversité génétique par rapport à l'évolution de ces espèces.
Donc, c'est pour ça qu'on résume ça comme le vivant. Donc, vous avez le vivant qu'on voit voit pas. On s'inclut dedans, évidemment. Vous avez les termes de biomasse aussi qui sont utilisés. À savoir que la biomasse invisible est, j'ai plus le terme exact, mais beaucoup plus présente en quantité que la biomasse visible. Et donc, on a des milieux, des espèces, de la diversité génétique, mais elle inclut également la biodiversité, toutes les interactions et les relations entre toutes ces entités-là. On parle aussi d'écosystème quand on veut définir un peu ça. Donc voilà comment tout ça est défini. Vous avez des exemples en photo de ce qui peut constituer la biodiversité. Et donc nous, en tant qu'humains et vous, en tant qu'entreprise, par effet ricochet, on a un impact sur tout ça en tant que tout simplement être vivant. Vas-y, tu peux avancer. Ce qui est utile aussi par la biodiversité, c'est que quand un écosystème il fonctionne bien, donc l'écosystème c'est une photo, un carré entre guillemets sur une partie de la biodiversité. Donc c'est un même milieu quand on a plusieurs êtres vivants qui interagissent entre eux. Si tout ça fonctionne bien, nous, ça nous a amené beaucoup d'avantages en tant qu'humains, au fur et à mesure de l'humanité, évidemment, mais encore aujourd'hui, même s'ils sont mis à mal justement avec la crise de l'érosion de la biodiversité. Donc ces services-là, on les appelle les services écosystémiques. Hein, tout ce que je vous explique là, c'est notamment l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, qui nourrit ces principes-là. Donc on a assez facilement compréhensible des services d'approvisionnement qui sont produits par le bon fonctionnement de ces écosystèmes. Donc on pense notamment à l'alimentation. Hein. Tout ce qu'on mange provient de la biodiversité. On peut avoir de l'approvisionnement en énergie, de l'approvisionnement en ressources pour la médecine, en ressources pour la chimie, en ressources pour la génétique, des matériaux bruts également. On peut penser à du compost, des carburants, etc. Enfin, tout ce qu'on utilise dans le mode de vie de l'humain provient d'une manière ou d'une autre à une source dans la biodiversité. Qu'elle soit ensuite transformée, qu'elle soit sous plusieurs étapes, etc. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Le deuxième type de service qui est proposé, c'est le service de régulation, dont on profite également gratuitement. Donc là, on peut classer dedans tout ce qui est pollinisation, tout ce qui est les effets, par exemple, des arbres qui vont capter du CO2, hein, pour revenir sur le sujet précédemment expliqué. Tout ce qui va réguler la qualité de l'air et du climat, tout ce qui va réguler la qualité des océans, tout ce qui va assainir l'eau, tout ce qui va permettre à nos sols de pouvoir produire de la nourriture, par exemple. Tout ça, évidemment, c'est des systèmes qui marchent sans que l'humain, qui marchaient très bien avant que l'humain arrive et qu'ils le font encore. Mais tout ça, évidemment, est mis à mal, je le répète. Et le troisième type de service, un peu moins tangible, c'est ce qui est appelé le service culturel. Donc, c'est tout ce qui peut amener de l'apprentissage en termes culturels, de l'inspiration, tout ce que vous pouvez avoir en termes de physique et de psychologique quand vous promenez dans les bois, par exemple. Certains courants comme la sylvothérapie, si je ne dis pas de bêtises, sont des exemples de ce type de service. Et puis le fait qu'on se sente bien quand la nature se sent bien, tout simplement, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'humain depuis l'existence de l'humain. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier et ne pas oublier également. On est tous d'accord que si on détruit toutes les forêts, on ne va pas trop aimer ça dans notre fort intérieur. Et vous avez tous des plantes chez vous, donc voilà, je pense enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler que voilà, il y a 3 types de services qui sont proposés par la biodiversité et qui sont définis scientifiquement. Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, maintenant, en termes de bilan, on est d'accord, tout le monde le sait, ça va pas très bien en termes de préservation de la biodiversité au niveau mondial. Pardon. On entend toujours plus de déforestation, on entend toujours plus d'érosion des espèces, de déclin, voilà. Donc tout ça, c'est un constat.
un peu comme le climat, je pense qu'il est assez indéniable aujourd'hui et qu'on n'a pas beaucoup de climato-sceptiques ou biodiversité sceptiques, j'ai envie d'inventer ce mot, dans les membres du pacte mondial. Mais c'est aussi un consensus scientifique. Et donc, on a le rapport de l'IPBES, comme j'évoquais juste avant, qui est le pendant du GIEC, mais pour la partie biodiversité. Donc, il y a un rapport 2019 qui a été créé et qui a un constat sans appel, c'est que la nature et toutes les contributions vitales aux populations qu'elle amène, qui ensemble constituent donc cette biodiversité et les fonctions et services écosystémiques que j'évoquais juste avant, se détériorent dans le monde entier de manière globale. Donc c'est un constat voilà, sans appel. Si tu mets la slide suivante, j'ai dû mettre des exemples. Voilà, donc on a plein d'entités qui travaillent sur ces sujets-là, qui tirent les sonnettes d'alarme depuis beaucoup d'années maintenant, notamment le WWF avec son indice Planète Vivante. Globalement, alors je ne vais pas vous assommer de chiffres hein, parce qu'on pourrait en trouver plein, mais si on a à retenir, c'est déjà que la biodiversité connaît aujourd'hui sa 6e extinction de masse. Donc il y en a eu 5 avant et la dernière, c'était la disparition des dinosaures. Si je ne dis pas de bêtises, la 5e était voilà, due à des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler. Là, en ce moment, on est en train de créer la 6e de ces extinctions avec des choses sur lesquelles on a des impacts. Et on va le voir juste après. Depuis 50 ans, on a plus de 68% de toutes les populations suivies de tous les vertébrés qui ont disparu de la surface de la Terre. Le graphique il doit s'afficher normalement en live, mais bon, c'est un graphique qui chute. Hein, on va pas voilà, je ne vais pas inventer l'eau chaude. Concrètement, depuis les années 70, ça décline. Et surtout beaucoup aussi sur des populations d'espèces qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à l'œil nu ou des choses comme ça. Je pense aux insectes, je pense aux amphibiens. Retenez juste que voilà, tout est en train de décliner. Tu peux avancer également. Voilà, donc ça pareil, c'est des graphiques que j'ai sortis d'un guide que je liste après, mais qui se base sur les chiffres de l'IPBES, donc cependant du GIEC pour la biodiversité. Vous avez plus d'1 milliard d'espèces qui sont menacées d'extinction actuellement. Donc 1 milliard, c'est énorme et ça concerne évidemment tout ce qu'on ne peut pas forcément voir, tout ce qui est peut-être un petit peu moins mignon que des pandas ou des choses comme ça, mais voilà, c'est concerné. Les amphibiens, presque la moitié des amphibiens au niveau mondial sont menacés d'extinction, les mammifères marins, ce qui est non animal également, comme les récifs coralliens, qui est un sujet qu'on connaît bien. Les zones humides ralentissent et disparaissent à vitesse grand V, en lien notamment aussi avec la déforestation galopante. Et l'abondance moyenne, ça c'était un chiffre intéressant, donc en lien avec la diversité génétique qui peut être favorisée ou pas selon l'écosystème et selon les pressions qu'on met sur ces écosystèmes. Cette abondance moyenne, elle a diminué d'au moins 20% chez toutes les espèces qui survivent actuellement. Donc voilà, hein, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Sur les causes, je pense que j'en ai parlé après. Émile, si tu peux avancer. Voilà, les causes multiples à cette biodiversité en déclin. Donc je vous apprendrai rien en vous disant que l'homme est derrière pas mal de ces causes. Les 5 plus énormes sont listés ici. Donc on retrouve le changement climatique dont a parlé Émile juste avant, qui est évidemment lié à l'érosion de la biodiversité. C'est deux choses qui sont intrinsèquement liées et qui se nourrissent entre elles. Tout ce qui concerne aussi l'artificialisation des sols et le changement d'utilisation des terres et des mers, donc l'urbanisation galopante, les créations de nouveaux complexes immobiliers sans réfléchir à ce qu'il y a dessous, les créations de stades pour des Coupes du Monde sans réfléchir à ce qu'il y a dessous, etc. etc. Tout l'aspect pollution également de par les activités humaines, hein, quand on déverse des
des choses dans les océans, dans les rivières, évidemment, ça a des impacts sur la biodiversité locale. Mais je ne vous apprends rien. La surexploitation des ressources naturelles pour répondre aux besoins des consommateurs. Et également, on y penserait moins, mais tout ce qui est introduction d'espèces invasives, suite à la mondialisation, suite à, encore une fois, cette artificialisation des sols et se toujours plus construire, ça a aussi un impact fort sur les équilibres qui ont été élaborés pendant des millénaires et qui sont mis à mal. J'ai mis une petite parenthèse sur le Congrès mondial de la nature qui a eu lieu en 2021 de l'UICN à Marseille, où il a été entériné que les entreprises donc qui traduisent un petit peu l'activité humaine sont une partie du problème, mais également de la solution face à l'érosion de la biodiversité. Donc c'est là où nous, on aime bien expliquer ça aux membres du Pacte mondial Réseau France. C'est que, ok, c'est quelque chose qui peut paraître assez envahissant, assez déprimant, mais sachez que les entreprises, vous êtes des acteurs sur ça, donc vous avez un rôle à jouer pour également réduire cette pression qu'on a sur tous ces services écosystémiques et toute cette biodiversité. Si tu avances, je fais faire un focus sur les conséquences et les impacts que ça a sur vous, justement, les entreprises, cette grosse big picture-là qui n'est pas très réjouissante. Il me semble que j'ai remis un quiz à ce moment-là, voilà. Je voudrais vous interroger sur... déjà, est-ce que vous pensez que les entreprises ont du mal à appréhender la biodiversité? Je pense que oui, mais selon vous, pourquoi il y a des blocus sur ça? Pourquoi peut-être qu'il y a une histoire de timing aussi, mais les entreprises qui sont engagées pour le climat, maintenant, on en entend beaucoup parler. Il y a des méthodes, il y a des bilans carbone, comme tu l'as dit, Émile, il y a des choses à réduire, etc. Pour la biodiversité, c'est encore un petit peu poussif, c'est peut-être un peu moins développé. Et nous, on s'est demandé pourquoi. Donc là, pareil, vous avez 4 réponses. Les entreprises ont du mal à faire ça parce que, selon certaines, le fait que la biodiversité décline, que les espèces disparaissent, n'a aucun impact sur leur production, tout simplement, leur business model et ce qu'elles produisent, à moins de créer des insectes à manger, je ne sais pas, des choses comme ça. Deuxième raison, c'est parce que c'est dur pour une entreprise de voir quel impact significatif elles peuvent avoir et surtout comment faire en sorte d'avoir cet impact-là, quelle est la bonne pratique. Troisième réponse un petit peu en lien avec la première, c'est que la biodiversité, ça n'a rien à faire dans une stratégie d'entreprise, dans une stratégie d'augmenter ses profits, etc. Et quatrième grand frein, c'est que l'outil efficace n'est pas encore identifié pour l'appréhension de la biodiversité. La biodiversité, c'est trop diffus, c'est trop complexe, donc il y a trop de choses à faire et c'est impossible d'en faire une priorité. Donc selon vous, quelle est la raison qui fait que les entreprises ont le plus de mal à appréhender la biodiversité? Encore une fois, il y a un piège. Moi, je fais que des questions avec piège. Mais je vais vous laisser répondre et on va voir au moins les tendances dans les compréhensions qui ressortent en premier. Mais sachez qu'il y a un piège encore. Et je vois qu'il y a des remarques dans le chat, donc c'est bien aussi. J'espère pouvoir les traiter à un moment ou à un autre, mais on fera peut-être ça à la fin, si j'ai bien compris. On pourra les prendre à la fin, ouais. Super. Tu veux qu'on clôture le sondage? Il y a 71 réponses. Ouais, écoute, si ça te paraît bien aussi, clôturons. Ouais, j'affiche. Voilà, donc on voit qu'une majorité ont répondu la réponse 4. Par rapport à l'outil efficace, le fait que ce soit trop complexe, trop diffus et dur d'en faire une priorité. Alors, les 4 étaient des bonnes réponses, hein, évidemment, j'ai encore fait un piège. Mais c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est cette complexité de prise en appréhension de ce concept-là de la biodiversité. On ne parle pas de climat avec une tonne équivalent CO2 qui permet de tout résumer à ça. C'est beaucoup plus compliqué de mesurer. Et Sylvie, je crois, on a fait le témoignage dans
dans les discussions, encore plus peut-être quand on va voir dans les entreprises plus loin dans la chaîne de valeur. C'est un sujet qui est peut-être pas du tout connu, à contrario de celui du climat qui maintenant a plus de pignon sur rue. Donc, je ferme ça, tu peux avancer. Alors déjà, pour adresser un exemple sur le fait que la biodiversité et les entreprises, c'est pas du tout lié, parce qu'on entend encore ce genre de discours, hein, que ça n'a pas d'impact sur une vente d'un produit, surtout si le cœur de l'entreprise est éloigné de tout ce qu'on peut classer dans les produits naturels ou les choses en lien avec la planète et la nature. Un exemple classique, donc j'ai parlé d'érosion des espèces, de déclin des espèces. Si on prend les espèces des pollinisateurs qui sont très très menacées et qui incluent nos belles abeilles quand on y réfléchit assez rapidement, si on n'a plus de pollinisateurs, concrètement, c'est nos modes de vie et d'alimentation globalement qui vont être totalement chamboulés. Et qui dit alimentation, vous êtes une entreprise, vous avez des humains qui travaillent pour vous, et ces humains, il faut qu'ils se nourrissent. Donc, dans tous les cas, on aura des liens avec l'entreprise, que vous le vouliez ou non, même si on ne parle pas de vente de produits purs. Si on n'a plus de pollinisateurs, on a la quasi-totalité des espèces de fleurs et de plantes sur le monde qui ne seront plus pollinisées, donc qui ne pourront plus se reproduire, et qui ne pourront plus produire soit la graine, soit le fruit dont on a besoin pour nous nourrir. Et donc le service écosystémique de fourniture de quelque chose de prêt pour l'alimentation humaine n'est plus assuré. C'est le premier type de service écosystémique que je listais tout à l'heure. Donc on n'aura plus de blé, de colza, de tournesol, pardon. Tous les fruits n'existeront plus. Voilà, plus de fruits et de légumes en gros. Et donc c'est clair que ça aura des impacts sur votre entreprise. Voilà, il y avait une étude de l'INRA qui disait que tout ce qui dépend des pollinisateurs et de leur bon état de santé, en termes de culture, c'est plus d'un tiers de la production mondiale de nourriture. Donc, on a déjà vu ce que ça donnait quand on avait des pays qui ne pouvaient plus exporter certains types de nourriture. Imaginez ce qui se passerait si on n'a plus le service écosystémique de la nature qui nous permet de produire ces cultures. Voilà, concrètement, on n'y arrivera pas. Vas-y, tu peux avancer. Donc ça, c'était un exemple sur les liens qu'il y a entre l'humain, les entreprises et la biodiversité et les rapports miroirs. Mais également, Émile avait fait ce slide, la sécurité alimentaire est mise en danger si jamais la biodiversité s'effondre de trop. Tous les écosystèmes vont être en déséquilibre et vont être de plus en plus vulnérables avec un effet cascade. Un peu comme pour le climat, hein, et il me semble qu'on parle des limites planétaires un peu plus loin dans la présentation, mais on arrive à des moments où on va avoir du mal même à prédire ce qui peut se passer en termes de conséquences. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des enchaînements et des réactions cascades qu'on n'a jamais ni vécu sur la planète Terre depuis qu'on est dessus, ni commencé à modéliser et à imaginer dans des modèles, parce que c'est des choses tellement... on a dépassé tellement de seuils que on ne sait pas comment ça peut se catastropher, si ce mot existe. Voilà, tous les services écosystémiques, encore une fois, qui sont rendus par la nature vont être mis à mal et on peut avoir de l'air de moins bonne qualité, de l'eau de moins bonne qualité. Et tout ça, par effet boule de neige, c'est la santé des populations et des humains qui va être impactée. On n'aura plus des apports caloriques ou en vitamines ou en légumes assez suffisants. On n'aura plus de l'eau de bonne qualité. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais c'est assez compréhensible. Vas-y. Donc, pour résumer aussi, pourquoi c'est compliqué pour les entreprises d'appréhender tout ça et d'en faire quelque chose dans le cadre de leur stratégie RSE ou autre. C'est bien ce que vous avez commencé à toucher du doigt dans le petit quiz. C'est que déjà, c'est très complexe, c'est très diffus et il y a beaucoup de liens et parfois des liens directs ou indirects entre ce que fait une entreprise et l'impact qu'elle peut avoir sur la biodiversité.
c'est quelque chose d'assez difficile à cartographier, donc il faut faire le travail, il faut aller voir vraiment par rapport à toutes ces implantations, par rapport aux lieux où on est aussi, qui vont avoir des enjeux différents. C'est quelque chose d'assez complexe à faire. Et il y a une première comment dire, éducation dans les services RSE et dans les services qui s'occupent de ça, sur cet effort de cartographie-là qui est à faire. Il y a aussi une variance sur les impacts et les actions qui se retrouvent en termes de, peu importe l'endroit où on se trouve dans l'entreprise, ça peut aller de décisions sur le terrain, mais aussi de décisions en termes de stratégie. Il peut y avoir un impact sur un peu tout. On a des entreprises qui mettent en place des actions sans que ce soit forcément validé ou entériné dans une stratégie pure biodiversité. Je pense à des actions locales avec des associations, des choses comme ça. Mais sachez que on peut avoir un impact et au niveau décisionnaire et au niveau local. Donc, encore une fois, une richesse et une complexité d'actions possibles. Évidemment, selon le secteur d'activité, mais même au sein d'une entreprise, selon la localisation géographique ou la position sur la chaîne de valeur, on peut passer de A à Z en termes de... Enfin, on peut passer du coq à l'âne, ça peut être très varié en termes d'impact, en termes de possibilités. J'en retiens l'exemple sur quand il y a des agences en Asie, par exemple, ça doit être totalement d'autres enjeux. Il faut aussi pouvoir porter ces enjeux à ce niveau-là de toute sa chaîne de valeur. Donc, c'est quelque chose d'assez costaud également. Mais ça fait écho un peu à tout ce que les entreprises ont voulu défendre en termes de RSE historiquement. Hein. C'est juste que là, la biodiversité, c'est un peu son moment maintenant. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Une des plus grosses difficultés à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'unité de mesure un peu suprême, un peu unique en termes pour mesurer la biodiversité. Déjà, c'est un peu bizarre de dire ça, mesurer la biodiversité, à contrario d'une phrase comme mesurer les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose de moins tangible, beaucoup plus riche et complexe. Et il n'y a pas à ce jour d'unité de mesure comme la tonne équivalent CO2 qui existerait en termes de tonnes équivalent biodiversité ou quelque chose comme ça. Donc, ça multiplie les outils de mesure, ça multiplie le travail à faire. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, notamment en termes de reporting, étant donné toutes les choses qu'on peut mesurer. Et donc, les entreprises sont parfois perdues et ne savent pas trop par où commencer. Oui, merci. Pour autant, faut pas faire l'impasse sur la biodiversité, parce que c'est autant une source de risque que d'opportunité pour les entreprises. Donc, j'ai listé dans les slides suivantes ce qu'on estime être les risques et les opportunités. En termes de risques, il y a évidemment le risque de non-conformité juridique qui grandit et qui peut être amené à grandir encore plus. Si jamais on a plus de réglementation autour de ces sujets-là qui se renforcent en France, en Europe et ou en France. Et c'est des sujets d'actualité. Hein. On a la COP15 qui commence cette semaine. Il y a le plan national biodiversité France qui a été lancé en juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout ça est en train de bouillir au niveau de nos instances. Et ça peut créer de la loi, ça peut créer de la contrainte et donc des choses sur lesquelles se conformer, quitte à avoir des amendes si ça va jusque-là, si ça va jusqu'à des lois avec des sanctions, même si c'est pas trop la tendance quand on parle de RSE, pourquoi pas. Imaginons ça en termes de risque. Tout ce qui est les ruptures d'approvisionnement, des choses quand peut-être vous travaillez dans le secteur alimentaire où vous êtes plus directement touché, ou dans le secteur chimique, ça peut aussi avoir un impact direct sur votre activité, donc votre gagne-pain et la durabilité de l'entreprise. L'aspect réputationnel également est de répondre à vos parties prenantes, aux attentes de vos parties prenantes est très fort parce que la biodiversité, c'est quand même un sujet qui, même si au niveau mondial, ça va pas trop, c'est quand même des préoccupations, une des plus grosses préoccupations des Français, par exemple. Je crois que j'ai mis un chiffre un peu plus loin sur les pourcentages, mais voilà, c'est pas des sujets qui sont
à zapper parce que vos consommateurs, c'est des choses qui les intéressent et sur lesquelles ils ont un écho fort. Donc risque réputationnel également, risque financier en filigrane. En termes d'opportunités, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'entreprise qui aura un petit peu regardé ça en amont aura pu, par exemple, si son secteur d'activité et ses approvisionnements. Alors je dis c'est en lien avec le secteur d'activité, mais aussi si vous avez une cantine d'entreprise, par exemple, c'est toujours mieux d'avoir de quoi faire manger vos salariés. Donc ça touche dans tous les cas un petit peu indirectement l'entreprise, même si son secteur d'activité est assez loin des services écosystémiques de la biodiversité. Donc ça vous permet de sécuriser tout ça, d'avoir aussi pignon sur rue en termes de réputation, en termes de marque employeur. On sait que maintenant, les consommateurs font très attention à ça et surtout vos nouveaux collaborateurs. Essayez d'avoir un petit peu d'anticipation aussi sur ces possibles évolutions réglementaires qui vont arriver avec le fait que le sujet soit vraiment sur la scène internationale, européenne et française actuellement. Vous pouvez tirer votre épingle du jeu aussi également avec un avantage concurrentiel par rapport à d'autres de vos pairs qui auraient peut-être moins pris le train au bon moment. Et puis voilà, en termes d'image, en termes de dialogue avec les parties prenantes, en termes de mobilisation des salariés, c'est quand même des choses qui ont du sens pour les humains de manière générale. Donc c'est assez intéressant de s'en saisir en tant qu'entreprise pour mobiliser un peu vos forces humaines qui peuvent être peut-être sujettes à, je sais pas moi, de l'éco-anxiété ou une forme de paralysie dans la vie de tous les jours. L'aspect psychologique de tout ça est également à prendre en compte. Et vous pouvez le combattre un petit peu avec une prise en charge sérieuse et honnête de ces sujets-là pour montrer que votre entreprise, elle est quand même à l'ère d'aujourd'hui elle se préoccupe de ça également. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, j'avais mis des chiffres sur un petit peu qui font écho à ça. Au fait qu'adresser ces sujets-là, c'est adresser des sujets de société qui font écho à vos salariés, à vos parties prenantes. On a 82% des Français qui considèrent que la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité sont des sujets prioritaires. Plus de la moitié des Français veulent voir les entreprises s'engager prioritairement sur l'environnement et le climat. Et on voit que les associations et les ONG sont de plus en plus actives sur ces sujets-là, de plus en plus agressives également, avec des condamnations, avec des méthodes un petit peu de désobéissance civile, etc. Et puis le fait que ce soit soutenu par pour ce type de pourcentage-là et d'opinion majoritaire, ça ne peut que grandir. Vas-y, tu peux avancer. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il est déjà 12. Mais en termes de solutions et de pistes pour commencer à agir sur tout ça, on vous a fait des choses assez faciles à dire, peut-être plus dures à faire, mais essayez de redire les pressions que votre entreprise a sur la biodiversité, de recréer de l'espace aussi. Cet aspect recréation est important parce qu'on a beaucoup mangé sur ce qui existait déjà. Mais en tant qu'entreprise, vous avez la possibilité de recréer des choses. Donc, je pense à acheter des espaces naturels, des choses comme ça, recréer de la biodiversité dans vos implantations où vous n'êtes pas loin de la nature. Il y a des choses à faire. On pense à des choses assez simples comme les hôtels à insectes, des choses comme ça. On pense à des choses peut-être trop utilisées comme les ruches qui peuvent être contre-productives, mais réfléchissez à ce type d'exemple. Reboiser, des choses comme ça. Alors, il y a plein de guides qui existent, hein. Nous, on est un acteur assez généraliste, donc on peut vous guider, mais sachez qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus spécialisés sur entreprise et nature, notamment EPE, donc Entreprise pour l'environnement, qui a sorti un guide de solutions des entreprises. Et EPE qui était dans notre CA fut un temps et avec qui on travaille beaucoup. Donc, en termes de littérature, il y a pas mal de choses qui existent et j'ai mis d'autres exemples juste après. Émile, si tu peux avancer.
Donc, en termes de guide, vous avez également le WWF France qui a listé tous les outils qui existent, enfin une grosse partie des outils qui existent pour mesurer la biodiversité, justement, qui est un des points de blocage pour les entreprises. Donc, OK, il n'y en a pas qu'un seul, mais ce type de guide peut vous permettre de flécher un petit peu ce que vous voulez mesurer dans le cadre de votre activité ou autre. Donc, ça peut être un moyen de mettre le pied à l'étrier. L'aspect formation également, pour diffuser aussi à vos salariés, c'est le MOOC biodiversité de LPO en lien avec le MEDEF et il me semble que c'est l'OFB, l'autre logo. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres entités, peut-être même locales, qui organisent plutôt sur cet aspect formation, notamment l'exemple du MOOC biodiversité réalisé par Engage, que Charlotte nous présente. Voilà, donc il y a plein de manières déjà de se familiariser avec tout ça, en plus de ce webinaire où j'ai balayé assez vite, mais sachez que vous pouvez faire vous éduquer sur tout ça, au moins en tant que directeur ou directrice RSE. On est partenaire également avec des initiatives d'engagement, donc qui permettent d'aller un petit peu plus loin que l'éducation au sujet et la formation et la sensibilisation dans votre entreprise. Vous pouvez aussi engager votre entreprise dans un processus. Donc, en écho avec un engagement au pacte mondial, un écho avec des engagements en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent exister. Sachez qu'il y a des outils aussi sur l'engagement pure biodiversité qui sont existants, qui sont français. Donc, je vous en ai listé 2, c'est Entreprises engagées, alors c'est pour la nature, il me semble, et Act for Nature International. On les connaît bien. Alors, ça reste des initiatives d'engagement où justement vous mettez un petit coup de pression pour vous créer une stratégie biodiversité, élaborer des bonnes pratiques et essayer de les mettre en place. Mais c'est typiquement le bon début pour se lancer dans ce type de sujet. C'est aussi un bon moyen d'avoir des échanges de bonnes pratiques et de voir ce que font les entreprises. Donc, on peut vous proposer ce type de première méthode pour mettre le pied à l'étrier. Sensibilisation, éducation de son équipe RSE et initiative d'engagement. Je ne sais plus ce que j'ai mis après, mais tu peux avancer les slides. Oui, alors, on voulait aussi encore plus vous décourager et vous faire déprimer. Mais sachez que ces deux thématiques de réchauffement climatique et d'érosion de la biodiversité qu'on a brièvement décrit avec Émile, elles font partie de 9 autres limites planétaires, comme on les appelle, à surtout pas dépasser dans l'idée, mais dont on parle peut-être moins. Mais voilà, qu'il faut avoir en tête, je pense, quand on est un service RSE. Donc, il y a 9 limites planétaires dans le monde à pas dépasser sous peine de catastrophes en chaîne et de justement ce que j'évoquais tout à l'heure, des interactions qu'on a du mal à prédire mais qui seront là et qui seront catastrophiques, des réactions en chaîne. Donc ces 9 limites planétaires, vous les avez sous les yeux. Donc on a le changement climatique en anti-horaire. Hein. Vous avez d'abord le changement climatique et ensuite l'intégrité de la biodiversité, ça s'appelle en anglais il me semble, qu'ils ont traduit par érosion de la biodiversité. Vous voyez, dans chaque limite planétaire, vous pouvez avoir différentes sous-limites. Là où c'est rouge, c'est quand on a dépassé. Là où c'est pas rouge, c'est quand on n'a pas dépassé. Donc, vous voyez qu'on en a déjà 6 qui sont clairement dépassés. Donc, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le changement d'utilisation des sols, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, la perturbation du cycle du phosphore et de l'azote. Et sur l'eau douce, on a une des 2 sous-limites qui a été dépassée également en ce qui concerne le cycle de l'eau verte. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire sur tout ça, à part que voilà, ça craint. Mais sachez qu'on peut évidemment baisser dans certaines limites, on peut revenir en arrière. Notamment, c'est ce qui s'est passé avec le trou dans la couche d'ozone, qui était une limite qu'on avait dépassée et qu'on a réussi à faire rétrograder grâce à des politiques mondiales, grâce à des interdictions, etc. etc. Donc, ce n'est pas des choses gravées dans le marbre, mais on n'est quand même pas du tout dans le bon mouvement au niveau général. Voilà.
sur ce, je vous laisse. Mais non, voilà, c'est pour remettre un peu aussi ces types de choses dans la tête des services RSE parce que c'est des choses à avoir en tête. Voilà, on a quelques points à vous faire retenir également. Je vous en prie, Alexandre, c'est un plaisir de venir raconter ça. Pour vous faire retenir un peu les choses saillantes de tout ce qu'on a pu dire, Émile, tu m'abondes si tu veux, hein, mais alors concrètement, c'est que ça va pas. Les activités humaines ont rejeté beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui a amplifié le phénomène naturel d'effet de serre, qui est un effet naturel, hein. À la base, l'effet de serre, c'est pas négatif, c'est justement ce qui a permis la vie sur Terre. Mais on l'a trop renforcé et on a trop réchauffé la planète. Certains pays et certains secteurs émettent bien plus de gaz à effet de serre que d'autres, évidemment, tout en rappelant que c'est un sujet mondial, donc chaque degré de réduction est intéressant. Et même si certains pays et certains secteurs qui émettent pas beaucoup réduisent, bah, c'est toujours intéressant pour le niveau mondial. Pour limiter le réchauffement climatique et éviter des conséquences catastrophiques, les entreprises doivent rapidement et fortement réduire leurs émissions directes et indirectes. Là, je pense que je vous apprends rien. Et puis c'est bien aussi pour les entreprises de se mettre en mouvement encore plus fortement quand on voit qu'au niveau des États et au niveau international, c'est très très compliqué d'avoir des consensus et d'avoir des choses qui marchent. En termes de biodiversité, donc 6e extinction de masse, la première depuis l'apparition de l'homme sur Terre, la dernière étant celle qui avait fait disparaître les dinosaures. La biodiversité est un concept qui est dur à appréhender pour les entreprises parce que c'est un concept beaucoup plus complexe que le climat, enfin beaucoup plus diffus plutôt que le terme complexe. Et la difficulté de mesurer un impact unique est un frein fort. Et pour autant, nous, on est persuadé que les entreprises, de manière générale, elles ont un rôle clé à jouer en réduisant les pressions sur la biodiversité, en recréant de l'espace favorable à la biodiversité et en intégrant le sujet dans la prise de décision, tout comme peut l'être intégré celui du climat. Voilà, pour au moins adresser 2 des 9 limites planétaires qu'on est en train de dépasser. Stop, merci beaucoup Florian. Je t'en prie. Un peu déprimant, mais bon. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. Rapidement, avant de passer aux questions, enfin la session de questions-réponses. Donc aujourd'hui, on était sur la session climat et biodiversité. La prochaine fois, on sera sur la session des enjeux sociaux, donc droits humains, anticorruption et inclusion. Ça sera la dernière session de ces grands enjeux théoriques du développement durable, avant de passer à la mise en pratique, à la mise en action. D'ailleurs, vous le verrez, peut-être que le format changera un peu pour les 3 dernières sessions, enfin pour les 3 sessions du module 2. On passera peut-être sur un format 2 heures plutôt qu'1h30 pour permettre d'échanger le plus possible en sous-groupe. Donc voilà un peu les grandes informations. Prochaine session le 12 janvier, dans la matinée, je pense, mais je vous le rappellerai par mail. Et on peut maintenant passer aux questions. Donc, il y a plusieurs questions. Ah oui, d'ailleurs, je vous invite aussi, et merci à ceux qui l'ont fait la fois dernière, à répondre au formulaire, au questionnaire de satisfaction de cette session. N'hésitez pas à le faire pendant qu'on répond aux questions. Il y avait une question sur pourquoi la Mongolie a des émissions de CO2 par habitant, ou des émissions de gaz à effet de serre du moins, extrêmement élevées. C'est une très bonne question. C'est vrai que sur le graphique, sur la carte du monde, la Mongolie était en rouge foncé. Et a priori, ces émissions ne sont pas les plus élevées au monde. Donc, c'est potentiellement une erreur de la source que je vous ai mise à l'écran. Je vous invite à aller voir d'autres sources. Mais la source que je vous ai mise à l'écran a le mérite de présenter vraiment tous les pays dans leur globalité. Il y avait une bonne question sur qu'est-ce qu'un bon bilan carbone. Alors, un bilan carbone, il est bon dès qu'il est fait. En fait, le bilan carbone, c'est la photographie des émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'une bonne stratégie de CO2, enfin d'émission de CO2, qu'est-ce qu'une bonne stratégie climatique pour une entreprise? J'aurais tendance à dire celle qui réduit le plus les émissions directes et indirectes. Et après, l'autre question qui peut venir, c'est quels sont les objectifs à se mettre à atteindre. Est-ce que c'est 50% de réduction d'ici 2030? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Ça, on le verra un peu plus dans le module 2. D'autres questions, il y avait une question sur de l'intérêt de faire un bilan carbone dans les
activités de prestation de services? C'est une très bonne question que je généralise. Quel est l'intérêt d'avoir une stratégie climatique dans les sociétés de prestation de services intellectuels? Ça a été répondu en partie. D'ailleurs, je remercie Alexandre Sévenet pour ses réponses. Je ne vais pas ajouter grand-chose. En effet, il y a premièrement la possibilité et la capacité qu'ont les entreprises à réduire leurs émissions directes, par exemple sur le matériel informatique tout simplement, sur les déplacements des consultants, etc. Et il y a aussi une grosse source d'émissions indirectes qui peut être les émissions liées justement aux missions de conseil effectuées par ce cabinet de conseil. Et là, je pense que l'entreprise peut avoir un rôle clé, crucial, transformateur, en conseillant certaines des actions plutôt que d'autres à leurs clients pour les mener eux aussi vers une démarche de réduction de CO2, d'émissions de carbone. Une question qui m'a fait rire. Sachant que le Qatar est le premier émetteur, pourquoi les pays qui sont engagés à limiter le réchauffement climatique n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour annuler la Coupe du Monde actuelle dans ce pays? Excellente question, je n'ai malheureusement pas la réponse, mais en effet, il y a parfois une dichotomie entre les engagements affichés et les actions dans les faits. Et donc, c'est également à vous, entreprises, chefs d'entreprise, consultants, ou chargés de RSE d'agir en entreprise. Peut-être que le secteur public n'en fait pas assez. Donc voilà, encore une fois, par quel biais le secteur privé peut également enclencher cette dynamique. Donc n'hésitez pas à agir. D'autres questions? Quel indicateur pour intégrer la question de la biodiversité dans la prise de décision / rapport de gestion? Ça, on l'abordera un peu dans le module 2, mais peut-être que Florian, tu as des réponses à apporter. Ce qui est bien parce que je lis aussi les questions-réponses là, il y a des indicateurs qui existent, hein, mais c'est bien aussi de se créer ses propres indicateurs entre guillemets. Et je prends l'exemple d'Alexandre également, je ne sais pas si vous avez pris un indicateur pur, mais vous avez réfléchi à chaque fois si vous aviez du impact fort, très fort ou modéré par rapport à la faune, par rapport à la flore. Et ça, avec une distinction dans chaque implantation, de ce que je comprends bien, ou chaque type de mission que vous avez dans votre ERP. Ça peut être, c'est en fait une simple analyse de matérialité, hein. On peut peut-être commencer par ça quand vous êtes une entreprise, mais avec un focus biodiversité. Est-ce que je peux me mettre d'accord sur les impacts perçus déjà par mon organisme de prise de décision pour évaluer tout ça. Après, il y a des méthodos qui commencent à sortir, qui intègrent aussi la prise en compte de l'environnemental dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, dans la valeur comptable des actifs de l'entreprise, il y a ce critère-là qui est pris en compte. C'est la méthode CARE, pour exemple. Donc, ça peut être utilisable aussi dans des documents type rapport de gestion, etc. Mais comme je le disais, hein, il n'y a pas d'outil incontournable et classique et utilisé par tout le monde. Donc c'est un petit peu aussi encore au choix de l'entreprise de choisir ce qu'elle veut. Plus un sera utilisé, plus il deviendra incontournable. Mais pour l'instant, on est encore vraiment dans une... C'est le début, quoi. C'est le début, c'est en gestation et chaque entreprise fait un petit peu comme elle veut. Complètement. Il y a aussi pas mal de questions sur des recommandations qu'on pourrait apporter sur des outils plutôt simples, plutôt à destination de TPE / PME sur le bilan carbone. Est-ce que tu as des outils en tête, Florian? Oui. Alors juste, je reviens sur la biodiversité. Je vois une entreprise qui disait qu'elle n'avait pas de souci à appréhender la biodiversité. Bah, ça, typiquement, c'est super si ensuite vous pouvez en parler dans le cadre de cet accélérateur, vous donner des bonnes pratiques ou des choses comme ça. Et c'est typiquement ça qui fait grandir la compréhension de tout le monde. Pour le bilan carbone, il y a la question, c'était s'il y avait des outils, c'est ça? Des outils assez simples. Oui, il y a l'ADEME. L'ADEME propose beaucoup déjà de sensibilisation et de vulgarisation et d'explication de tout ça. Il propose aussi également une calculette ADEME pour vous permettre de différencier vos différents postes d'émission. Il y a des choses qui existent et qui sont utilisables en open source, entre guillemets. En termes d'aide au financement, il y a la BPI qui fait ils appellent ça le Diag Décarbone Action, et ils vous proposent une aide pour réaliser votre bilan carbone avec justement la méthode déjà toute prête, etc.
Donc, il y a des choses qui existent. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, on a un autre accélérateur climat au Pacte mondial Réseau France où on parle de ces sujets plus en détail et où les entreprises participantes ont une connaissance déjà supérieure à la mienne et surtout d'actualité et enfin voilà, qui peuvent vous aider en vous disant où sont les points de difficulté, les points de facilité. Mais regardez du côté de l'ADEME pour la base. Pour le financement, vous avez la BPI et déjà c'est pas mal. Il y avait d'autres questions. Un outil gratuit pour calculer son bilan carbone dimensionné à une TPE. Je pense qu'avec l'ADEME, vous pouvez vous en sortir. Concrètement, après, il y a plein d'outils. Enfin, je sais que j'ai des entreprises qui font leurs propres fichiers Excel et qui se débrouillent, mais ça demande beaucoup de temps. Mais l'ADEME propose des choses. Et ensuite, oui, il y a Sami, WeCount. Il me semble que c'est payant, mais voilà. Après, d'autres questions sur un peu plus opérationnel. Est-ce que vous avez un peu plus lié en lien avec la session, est-ce que vous aurez le support à disposition? Oui. Je vous enverrai la synthèse par mail et on mettra le support sur l'intranet du Pacte mondial Réseau France. Et peut-être une dernière question qui, je pense, est extrêmement intéressante et ouvre le débat d'ailleurs, de Baris. Comment allier croissance économique et réduction de l'empreinte carbone? C'est une excellente question et une question de fond et qui devrait, je pense, orienter tous les choix d'ailleurs, à la fois des entreprises comme des gouvernements. Il y a peut-être cette idée qu'on a en tête de croissance verte avec un certain découplage entre des émissions qui baisseraient alors que la croissance économique continuerait à monter. Ça, pour le coup, ça a été assez peu trouvé, enfin, c'est peu montré dans les exemples qu'on a, à part dans quelques pays du Nord, en Finlande, au Danemark, etc. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la croissance économique progresse, enfin, lorsqu'il y a une croissance économique, généralement, les émissions de CO2, l'empreinte carbone augmente de façon assez immédiate. Donc la vraie question, c'est est-ce que le modèle est pérenne, durable ou non? Est-ce qu'il est soutenable? Et c'est aussi le rôle que vous avez en tant qu'entreprise. Pourquoi pas réinventer de nouveaux modèles? Je pense que, enfin, peut-être que Florian, tu vas ajouter quelque chose, mais pour moi, c'est ça la réponse à cette question. Oui. Moi, je peux être très radical sur tout ça, mais allier croissance économique et réduction de l'empreinte carbone, pour moi, ce n'est pas possible. C'est des maths. Enfin, il y a un moment, on va plus avoir assez de matière, on va plus avoir assez de choses pour faire augmenter la croissance. Donc, moi, je m'arrête un peu là. C'est un sujet qui revient fortement aussi quand on parle entre entreprises dans l'accélérateur climat. On a beaucoup de boîtes qui font leur bilan carbone avec le scope 3. On a des entreprises aussi qui s'engagent à réduire leurs émissions de scope 3 dans le cadre d'outils, notamment l'outil SBTI, Science Based Targets Initiative, qui demande des réductions assez fortes parce que cet outil s'aligne sur l'accord du climat. Et moi, j'ai de plus en plus d'entreprises qui commencent à me dire si je veux vraiment respecter ma réduction scope 3 à 2030, telle que je me suis engagé dans telle initiative SBTI ou autre, je ne vais pas pouvoir continuer de faire mon activité d'entreprise telle que je la fais aujourd'hui. Je vais devoir réduire des filiales, je vais devoir couper certains pays, couper certains produits. Et à mon sens, c'est un constat qui va être de plus en plus partagé par les entreprises. Et on verra en 2030 comment vous en êtes dépatouillé avec ça. Est-ce que pour être sérieux en termes d'émissions de CO2, vous avez réduit votre activité économique? Pour moi, c'est là la question qui va se poser plutôt que la question comment allier croissance et réduction. Vous voyez, si on le dit comme ça, sans utiliser tous les termes, on peut pas allier une croissance et une réduction, c'est pas possible. Sauf à compter aveuglément sur les progrès de la science. Mais moi, mon avis personnel, qui n'engage que moi, c'est qu'à ce jour, on ne peut pas compter que sur ça et on est allé trop loin déjà dans la production d'émissions. Donc il faut dans tous les cas réduire de manière drastique. Et ça veut dire, malheureusement, je pense pour les entreprises, réduire leur activité économique, tout simplement. Mais on a des entreprises qui commencent à appliquer ce genre de choses. Avec Émile, on est un petit peu attentif sur des veilles, des choses comme ça. On voit que
On a des boîtes qui se disent, bon, bah, je vais couper tel produit parce qu'il est trop polluant, ou on pense à Patagonia. Voilà, c'est des sujets un peu d'éthique d'entreprise qui vont être de plus en plus saillants dans les décennies à venir, je pense. Mais concrètement, on ne peut pas allier croissance économique et réduction de l'empreinte carbone. Pour moi, je parle au nom de Florian Burel, c'est pas mathématiquement soutenable. Ouais, c'est lié, encore une fois, je parle aussi en mon nom, mais peut-être pour finir, rapport Meadows, croissance infinie d'un monde fini, impossible. Ce sera peut-être malheureusement Ouais. la phrase de fin un peu déprimante, mais Mais si on suit SBTI et qu'on y arrive, oui, là, on va réduire les émissions de CO2, par exemple, mais à un prix qui va être, à mon avis, de la réduction d'activité d'entreprise, tout simplement, quoi. Après, ça peut passer par plein de choses, hein. On a la thématique de la semaine de 4 jours, du télétravail, enfin, mais on voit bien que ça va pas assez vite au niveau mondial, et qu'à moins d'être prêt de vivre dans un monde à plus 3 degrés en 2100, ben, va falloir activer d'autres levées, quoi. mm. Et c'est des discussions que vous pourrez aussi avoir avec les autres entreprises présentes lors du module 2. En tout cas, merci Florian d'avoir participé à cet atelier, d'avoir co-animé cette session avec moi. Je t'en Et, prie, merci à toi. Eh bien, je dis aux participants à la prochaine. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.